À la suite de l'éruption d'un volcan, un tsunami a frappé l'Indonésie le 22 décembre 2018. Le dernier bilan fait état de 430 morts, 1495 blessés et 159 disparus. Alors, après la catastrophe, comment s'organisent les secours ? Nous avons posé la question à Caroline Scholtes, une des responsables des programmes médicaux de Médecins sans frontières, qui suit certaines missions régulières en Indonésie. Bien sûr, il faut prendre en charge les blessés les plus graves, s'assurer qu'ils puissent avoir une prise en charge optimale qui est généralement chirurgicale. Ensuite, tout ce qui est déblayage et recherche des corps, même si ce n'est pas au niveau sanitaire une priorité, mais bien sûr pour pouvoir avoir une évaluation des conséquences humaines. Et tout ce qui est prise en charge des déplacés, bien sûr, ça c'est essentiel pour avoir accès à l'eau potable, à des vivres, à des abris, pour s'assurer qu'au niveau hygiène et accès à des toilettes, etc., ça soit mis en place parce que là, ça représente vraiment des risques, par contre, au niveau sanitaire. Coup de chance, une équipe permanente de Médecins sans frontières se trouvait dans la région de Banten, qui a été gravement touchée par le tsunami. Là où s'est passé le tsunami, c'est là où notre équipe travaillait déjà. Donc, en fait, eux, ils ont été eux-mêmes victimes de la catastrophe, mais n'ont pas été blessés, heureusement. Donc, ils sont intervenus dans les premières heures, juste après le tsunami, pour aider à la prise en charge des blessés. Mais les pluies diluviennes ralentissent les secouristes à la recherche de rescapés et des milliers de personnes sont toujours déplacées. Le problème qu'on identifie aujourd'hui, c'est que les marées sont toujours hautes et il y a par ailleurs énormément de pluie. Donc en fait, on a tout un déplacement de population, des gens qui ne savent pas rentrer chez eux parce que d'une part, les zones sont inondées ou partiellement inondées et que par ailleurs, ils sont encore sous le stress de voir arriver un nouveau tsunami. Ya rumah mah baik-baik saja, cuman itu warung yang deket pantai udah nggak kena apa-apa, udah hancur. Mau tetap di sini sebelum ada himbauan dari yang bener-bener udah aman gitu. Certains témoins rapportent que les survivants manquent d'eau, de nourriture et de médicaments. Alors, y a-t-il un risque de crise sanitaire ? De la part de nos équipes, ce n'est pas vraiment l'écho que l'on reçoit parce que vraiment la riposte au niveau local est assez grande. Il y a beaucoup d'ONG, la Croix-Rouge indonésienne, les grandes agences de réponse aux urgences nationales qui sont sur place. Il y a l'armée également. Il y a des hélicoptères qui survolent les zones plus reculées pour s'assurer que les zones de déplacés sont bien identifiées pour acheminer les secours et l'eau potable. Il me parle de stocks assez grands de vivres et de bouteilles d'eau potable qui sont sur place. Maintenant, bien sûr, la coordination de la distribution est toujours compliquée. Les blessés graves ont été référés vers des hôpitaux de plus grande envergure de la région. Donc, je ne dirais pas, pour ma part, qu'il y a un risque sanitaire majeur à l'heure d'aujourd'hui. À cause de sa position géographique, l'Indonésie est souvent victime d'éruptions volcaniques et de séismes. Il y a seulement 3 mois, un tremblement de terre avait tué plus de 2000 personnes autour de la ville de Palu. Comment se préparer à ces catastrophes naturelles ? Et depuis le grand tremblement de terre et le tsunami qui a eu lieu dans la zone d'Aceh, bien sûr, la riposte nationale s'est structurée, s'est renforcée. Il y a différents organes qui ont différentes responsabilités, que ce soit au niveau logistique, au niveau médical, etc. L'armée également a été formée. Donc, il y a des moyens qui, oui, depuis lors, ont été déployés et des personnes et des équipes qui ont été formées.